Bonjour à tous. Donc nous allons maintenant commencer le forum débat sur la transition vers une agriculture écologique et sociale. Pour parler de ce thème, nous serons avec Michel Buisson et Vincent Gay, qui vont faire des interventions pendant à peu près 25 minutes et ensuite nous passerons le micro dans la salle pour pouvoir échanger. Bon forum à tous. Je passe la parole à Vincent. Bonjour. Donc du coup on va essayer d'introduire un peu la discussion en quelques mots. D'une part en disant qu'effectivement on est sur des terres dans une région qui est vraiment une des meilleures places qui soit pour parler de transition en matière agricole, à la fois d'un point de vue historique puisque la région et le département sont riches d'une histoire du syndicalisme paysan, et puis bien sûr depuis un certain nombre d'années la question de Notre-Dame-des-Landes bien sûr focalise l'attention sur la question de l'aéroport, mais au-delà est un lieu où se réfléchissent et s'élaborent un certain nombre de choses qui remettent en cause le développement capitaliste et en particulier le développement en matière agricole. Alors Notre-Dame-des-Landes, c'est un espace partiellement libéré du productivisme, mais c'est un espace également où la question agricole, la question des paysans, la question du comment on produit n'est pas isolée d'autres questions sociales, et que c'est une... D'accord. Et que cette dimension de la façon dont la question paysanne, la question agricole est englobée dans toute une série de considérations, de volontés d'alternatives, de remise en cause des systèmes dominants, que ce soit en matière agricole ou en matière plus générale de modèles de société, ça nous semble être effectivement un bon point de départ pour introduire un débat sur quelle transition, quel changement global en matière agricole. Enfin, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, bien entendu, est devenue une référence majeure pour tous les mouvements qui se réclament de la justice climatique, de la justice environnementale, de la justice sociale. Et à ce titre, effectivement, ce sont là encore des dimensions qui sont des fondamentaux et des piliers de notre réflexion sur la transition. Donc on va essayer un peu de discuter, notamment à travers ce que va dire Michel, qu'est-ce qu'une transition, en tout cas qu'est-ce que en matière agricole ce débat sur la transition implique, et comment est-ce que effectivement la question agricole ne peut pas être détachée d'une volonté de transition et d'un changement profond de société plus général. Donc je laisse la parole à Michel. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'interviens à la fois en tant que militant politique, membre d'Ensemble, et en tant qu'agroéconomiste, parce que je vais essayer d'articuler justement les caractéristiques de la production en agriculture par rapport à cette question de la transition. Très souvent on pense que puisque l'agriculture est réalisée par des paysans, ce qui pour moi est un peu faux parce qu'il n'y a plus que 20% de paysans au sens strict parmi les producteurs agricoles en France actuellement. Les autres ne sont pas des paysans, sont des agriculteurs au sens très large du terme. Bref. Donc beaucoup de gens pensent que puisque c'est des paysans qui s'occupent d'agriculture et que les paysans sont gentils, la question de l'évolution de l'agriculture devrait être facile. Hélas, ce n'est pas tout à fait le cas et je vais essayer de l'expliquer en 2 points. Sur justement la situation a changé et les possibilités de changement, et ensuite sur comment engager le processus et le contenu de ce processus de transition. Alors, j'insiste sur le fait que la question de la transition n'est pas seulement une question idéologique ou politique. Il suffirait de penser juste, d'avoir un objectif correct pour que ça se passe, ou politique, il suffirait d'avoir des bonnes règles, comme le font certains partis, même proches de nous, pour que ça se passe. Non, la transition, dans quel que soit le secteur économique, implique des questions techniques et scientifiques, des questions économiques et sociales, et des questions institutionnelles. Et particulièrement la question de la transition en agriculture, qui est un secteur très encadré par des firmes,
et très encadrée par des institutions. Donc on va faire un peu d'agronomie, d'économie et de politique. Premier point, donc, la situation a changé et les possibilités de changement. Sur la situation, je vais faire court parce que c'est un débat très présent à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres coins actuellement en France. Simplement noter que par rapport à cette question de la transition, l'état des lieux, la situation agricole et alimentaire me paraît, à d'autres aussi, de plus en plus préoccupante. Je prendrai très brièvement l'exemple de la crise laitière qui a beaucoup secoué notamment l'ouest de la France. Cette crise laitière a été due très forte en 2015-2016, maintenant c'est un peu tassé, mais elle a mis quand même en situation de pauvreté et de crise productive énormément de producteurs laitiers et d'autres par la même occasion. Cette crise est due à une libéralisation des conditions d'échange au sein de l'Union européenne et entre l'Union européenne et du monde. Et cette crise a provoqué, encore une fois, une accélération de la concentration dans la production laitière, donc l'éloignement des conditions de la production laitière de ce qu'on peut souhaiter par rapport à des objectifs de société, fonctionnement de façon correcte par rapport à l'écologie et au social. Donc, cet exemple, mais on pourrait en citer plein d'autres, malgré des tas d'initiatives extrêmement intéressantes de résistance à Notre-Dame-des-Landes, on y reviendra plus tard. Il y a plein de petites fermes qui se créent, même des micro-fermes, il y a plein d'alternatives fortes, mais ces alternatives ne sont pas suffisantes pour contrebalancer le poids du productivisme. Donc, premier élément que je voudrais livrer, il ne peut pas y avoir d'évolution sensible de l'agriculture d'un point de vue écologique et social dans le contexte actuel français et international sans politique claire de transition écologique et sociale. Premier point dans cette élément de situation et d'évolution possible, quelle agriculture voulons-nous? Ça a l'air simple de dire quelle agriculture voulons-nous. On veut une agriculture écologique et sociale avec beaucoup de paysans qui produisent des produits sains, qui soient facilement accessibles à l'ensemble de la population. Ok. Ça correspond à quoi d'un point de vue agronomique, c'est-à-dire sur la façon de produire? Alors là, on a plusieurs appellations possibles. On a l'agriculture biologique, très bien, rien à dire sur l'agriculture biologique, sauf que l'agriculture biologique, telle qu'on l'aperçoit, nous, je pense majoritairement dans cette salle, n'est pas celle qui est nécessairement pratiquée ou qu'on trouve sur les étals des marchands actuellement avec les importations européennes, avec des règles plus laxistes, etc. Donc l'agriculture biologique, très bien, à condition que, effectivement, ça soit l'agriculture biologique serrée, de départ. Mais alors, elle est très exigeante, notamment en main-d'œuvre, en connaissance. L'autre appellation qu'on utilise très souvent et qui est très intéressante également, ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, qui est une agriculture définie par la Confédération paysanne qui en fait sa charte professionnelle, mais qui n'est pas un label. C'est une charte extrêmement intéressante par ses 10 principes et la façon dont elle est appliquée sur le terrain. Et vous avez peut-être vu que France Insoumise proposait de généraliser l'agriculture paysanne comme solution à la crise de l'agriculture et à son évolution. Je soutiens l'agriculture paysanne, je la défends, je la soutiens, je trouve que c'est très intéressant. Mais ce n'est pas avec la généralisation de l'agriculture paysanne qu'on va résoudre le problème, parce que l'agriculture paysanne est portée par la Confédération paysanne, qui n'est pas majoritaire et qui ne va pas, cela ne sera sans doute pas majoritaire avant longtemps vu l'évolution de l'agriculture. Et on va faire évoluer des systèmes, j'espère qu'ils sont des systèmes en train d'évoluer vers le productivisme ou déjà productivistes, sans pour autant, ils seront corrects du point de vue qu'on souhaite, sans pour répondre à tous les critères d'agriculture paysanne qui seraient effectivement très difficiles à atteindre pour des agricultures déjà passées plus ou moins au productivisme. L'autre, donc, agribio oui, agriculture oui, mais ça ne peut pas répondre à tout à court terme, peut-être même à long terme. Alors l'autre référence qui est apparue il n'y a pas très longtemps, c'est le terme d'agroécologie, c'est-à-dire qui est pour moi et pour beaucoup de gens la meilleure référence agronomique qu'on puisse trouver dans les temps qui courent, c'est-à-dire qu'elle articule les 3 piliers de l'agronomie classique, le rapport, certains connaissent les travaux de Pochon et les travaux de l'agronomie classique, bien cultivé, c'est bien articulé les conditions de la plante qu'on cultive, les conditions du sol et du climat.
L'agroécologie rajoute une dimension complexe mais indispensable dans les temps qui courent, qui est conserver, valoriser et bien utiliser les ressources du milieu. Conserver, c'est-à-dire ne pas détruire le potentiel des sols, les valoriser en rajoutant de l'humus si besoin pour développer la vie microbienne, et bien les utiliser, c'est-à-dire utiliser dans la production tout ce qu'on appelle les services écologiques de ce milieu sol, qui est un milieu éminemment biologique, chimique, physique, etc., mais qui est d'abord un milieu biologique. Donc, l'agroécologie, en combinant les trois piliers de l'agronomie classique et ce quatrième pilier de l'agroécologie, on a là la référence la plus universelle et la meilleure, à mon avis, mais ce n'est pas l'objet principal du débat. L'avantage de l'agroécologie, c'est qu'elle peut permettre aussi bien à ceux de l'agriculture paysanne que ceux de l'agribio ou ceux qu'on va reconvertir depuis les systèmes productivistes, d'avoir des systèmes de production satisfaisants d'un point de vue écologique, peut-être même d'un point de vue social. Ça, c'est au niveau de l'agronomie. La deuxième question qui se pose, c'est dans quel système de production cette référence agronomique doit s'installer, peut être installée. Système de production, c'est ce qui combine l'appareil de production, pour une production donnée, l'appareil de production, comment cet appareil de production fonctionne et quel est le résultat obtenu. Ce système de production, la référence qui nous est la nôtre dans ces problèmes de transition écologique, c'est ce qu'on appelle en France notamment des systèmes autonomes et économes, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables de produire une alimentation correcte en mobilisant pas mal de main-d'œuvre, en respectant les règles de l'agroécologie, c'est-à-dire autonomes parce qu'ils sont peu dépendants des firmes d'amont et d'aval, des lois du marché, etc., et qu'ils sont économes, c'est-à-dire qu'ils dépensent très peu de produits achetés. Le gros avantage de ces produits, de ces systèmes d'un point de vue écologique, c'est qu'ils polluent peu, ils utilisent peu, dégagent peu de CO2, etc., et ils polluent peu, et en plus, ils dégagent beaucoup de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre le produit et les consommations intermédiaires, engrais, produits de traitement, etc. Cette valeur ajoutée permet de rémunérer beaucoup d'emplois. Je donnerai tout à l'heure un exemple de ces systèmes qui permet à un revenu supérieur à un revenu très productif de produire moins, de dégager des revenus avec plus d'emplois et des taux de pollution très très faibles. Donc tout ça pour dire qu'il faut, la transition implique de passer d'une logique productiviste à une logique écologique. Logique productiviste, c'est, quand on parle de productivisme, de quoi parle-t-on? Le productivisme, c'est faire produire le maximum de choses par travailleur, par hectare et par animal, de façon à ce que cette production conduise à acheter le maximum de produits à l'amont et à vendre le maximum de matières brutes à l'aval et aux consommateurs. Donc le productivisme, ce n'est pas simplement une mauvaise situation productive qui pollue, etc., et qui dégage beaucoup de CO2, c'est un système qui est complètement intégré dans le modèle économique global, j'y reviendrai dans un instant. Donc il faut changer de logique économique, et quand on dit changer de logique économique, on ne dit pas seulement de changer de technique, on dit de changer de modèle de comportement économique et social, institutionnel, autour de l'agriculture en l'occurrence. J'en arrive à mon second point sur les éléments de processus. Alors, je l'ai déjà dit, je vais passer très vite sur ce point, c'est que on a affaire à un double triangle. Merci. Tu tiens là? On a un premier triangle qui est l'agriculture, la politique et les industries. Tout ça, effectivement, s'organise actuellement, la politique et l'industrie, pour que l'agriculture soit la plus productiviste possible. Heureusement, il y a encore de l'agriculture paysanne, il y a encore des alternatives, etc. Et ce schéma, la politique et les industries contribuent à l'évolution non satisfaisante de l'agriculture, et ce sont des forces très puissantes. Pour compliquer les choses, au sein de l'agriculture, on a pour l'instant 3 grands types de producteurs qui ne sont pas convergents. On a, merci,
on a ceux qui vont relever de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire ceux qui ont des systèmes qui nous conviennent, qui sont d'un point de vue écologique et social pertinents. On a des, je vais les appeler les demi-productivistes, c'est-à-dire ceux qui sont, après notamment la crise laitière ou d'autres évolutions par les pressions du graphique précédent, obligés de passer à des systèmes de plus en plus productivistes pour, dans leur conception et dans le contexte global, tenir en termes de revenus, d'augmenter le nombre de vaches, d'augmenter le nombre d'hectares, etc., au détriment de l'installation et autres. Et le troisième bloc, qui est le plus important et le plus dynamique, c'est ce qu'on peut appeler les productivistes, les grandes exploitations, y compris dans lesquelles s'investit de plus en plus une finance extérieure à l'agriculture, qui impose des règles de rentabilité, qui sont de plus en plus des règles de rentabilité financière. Donc je n'ai pas le temps de développer, mais voilà un peu comment se pose la question de mettre en place le processus de transition en prenant en compte ces deux triangles. Je repose le... Merci Mélanie pour le matériel et le maintien. Tout ça pour dire à l'information suivante, c'est que la relation entre ces sommets des trois triangles sont des relations fortes au détriment d'une évolution positive de l'agriculture, et que, notamment, on a une forte articulation des systèmes avec l'évolution des systèmes de production agricole avec les entreprises dominantes. Donc la transition agricole exige un combat dans un processus, changement de logique productive et commerciale, porté par un mouvement. Ce n'est pas seulement les agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles qui vont amener ce changement. Quelques mots donc pour terminer sur des transformations sont possibles, il y en a qui existent, on sait faire de la bio, on sait nourrir des vaches sans soja importé et faisant du lait de bonne qualité, on sait développer des systèmes autonomes et économes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ces systèmes ont un mal fou à se développer pour les raisons que j'ai évoquées, c'est avec l'articulation et le poids des gros producteurs et du capitalisme et des politiques agricoles. Alors pour que ça change, il faut prendre en compte l'état de ce rapport de force interne à l'agriculture et entre l'agriculture et l'extérieur. Cette prise en compte de ces rapports de force est souvent négligée quand on engage la bataille sur la question de la transition. Et il faudrait établir démocratiquement un projet agricole et alimentaire, ce qui n'existe pas actuellement, mettre en place des règles politiques qui supposeraient une autre majorité que celle qu'on a, autour notamment des contrats de transition adaptés aux trois types d'agriculture que j'ai évoqués dans le deuxième schéma, et élaborer et mettre en œuvre des politiques alternatives en matière de prix, de foncier, etc. Donc, il faudrait dès maintenant, collectivement, et au-delà de ce qui s'est fait à propos de ces élections, engager un véritable débat dans le mouvement social et dans le mouvement politique pour réfléchir à ce que pourrait être cette transition et la préparer. Merci. Juste quelques mots pour compléter et prolonger le débat, mais de façon beaucoup plus brève. Donc la question, effectivement, à partir de ce qu'a dit Michel, qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure, effectivement, la question de la transition en matière agricole appelle à des changements plus profonds qui ne concernent pas seulement l'agriculture. Autrement dit, est-ce que la transition agricole peut être un levier pour une transition globale ? Alors il y a plusieurs éléments en fait qui nous incitent à réfléchir de cette façon-là. D'une part, comme l'a souligné Michel, le caractère global et la façon dont les décisions qui concernent l'agriculture ne concernent pas seulement ce que font les agriculteurs. Ils mettent en jeu des lobbies puissants, des décisions politiques, des orientations au niveau européen. Mais on doit également se poser la question dans la mesure, dans le fait que l'agriculture ne concerne pas seulement les paysans, elle concerne tout un chacun, puisque effectivement c'est la base notamment de la consommation quotidienne de l'ensemble de l'humanité. Et donc, à partir de là, on doit s'interroger sur quelles alliances sont nécessaires, sont possibles pour ouvrir la voie à une transition en matière agricole.
En effet, penser la question des alliances, c'est d'abord penser l'agriculture comme un enjeu directement politique, pas seulement effectivement et pas d'abord comme un enjeu technique, c'est-à-dire que la transition ne peut pas se résumer en une succession de modifications réglementaires ou l'appui unique à certaines pratiques satisfaisantes. Il faut au contraire effectivement viser à faire émerger une logique économique qui inverse l'ordre des priorités et qui donc doit répondre à la crise sociale, la crise écologique, environnementale et la crise économique qui touche le secteur agricole. Et en cela, effectivement, on voit effectivement beaucoup de discours depuis un certain nombre d'années sur les sur les alternatives concrètes, sur les AMAP, etc. Tout ça est très satisfaisant. Ça constitue énormément de points d'appui, et en même temps, on en voit très rapidement les limites dans la mesure où ces alternatives ne sont pas nécessairement articulées à un changement de société plus profond. Notamment, effectivement, ces alternatives doivent réfléchir à la façon dont on invente de nouvelles formes de production, de nouvelles formes d'échange, mais elles doivent réfléchir également aux formes de propriété en matière agricole. Michel a parlé de la concentration des terres, mais au-delà, effectivement, quelle est, et je crois que c'est une question essentielle qui se pose à Notre-Dame-des-Landes, quelles sont les formes de propriété adéquates, quelles sont les possibilités d'usage collectif de la terre, etc., etc. Second élément qu'il faut effectivement réfléchir quant à ces questions de transition, c'est le fait que l'agriculture n'est pas un tout homogène, qu'on a effectivement des producteurs avec des systèmes économes et autonomes, et cela bien sûr il faut d'abord les défendre. On a des producteurs qui sont susceptibles de rejoindre des systèmes plus durables, des systèmes satisfaisants, et donc là qui nécessitent effectivement des aides pour assurer leur transition. Et puis il y a effectivement le gros du secteur, qui sont les fers de lance du productivisme agricole, et cela il ne s'agit pas d'aider à les transformer, mais effectivement à modifier complètement leur logique. Troisième aspect que je souhaite souligner, pour revenir sur cette question des alliances. Quand on pense à l'agriculture, on pense tout de suite alliance consommateur-producteur. Effectivement, c'est un élément essentiel, mais moi je veux souligner également la nécessité de penser les alliances entre paysans et salariés, qui sont effectivement des choses qu'on a du mal à travailler, et que en même temps on voit des choses parfois surprenantes et notamment et très enthousiasmantes. Je pense par exemple à la présence de syndicalistes et d'équipes syndicales de la CGT à Notre-Dame depuis plusieurs années dans la lutte, et je crois que cela doit nous montrer qu'effectivement des convergences sont possibles. Alors pourquoi penser l'alliance des paysans et des salariés? D'une part parce que pour ces catégories, la question de l'emploi et la question du travail sont des éléments essentiels. La question de la souffrance au travail est un élément extrêmement invisibilisé, tant pour les paysans que pour les salariés, et qu'on a effectivement intérêt à construire l'idée qu'il y a des rapprochements, des conditions de vie proches, et que effectivement c'est aussi à partir de ce partage d'expériences, de ce partage de situations sociales qu'on peut construire des convergences. Deuxième aspect, pourquoi il faut penser ces convergences-là, c'est qu'effectivement en termes de transition plus globale, au-delà de la question de l'agriculture, on doit mettre au centre de la transition la question de l'emploi. Aujourd'hui, le capitalisme est incapable de répondre à cette lancinante question. Est-ce que effectivement, on est condamné à un chômage de masse avec toute la pression et toute la misère sociale que cela engendre, et que face à cela, effectivement, les alternatives doivent poser la question d'emploi socialement juste et écologiquement utile. On a actuellement une campagne qui débute lentement, qui s'appelle la campagne 1 million d'emplois pour le climat, dans lequel effectivement est posée la question de la création d'emplois en matière agricole, en matière énergétique, en matière d'information et d'éducation à la transition. Je crois que là aussi, c'est à partir de ça qu'on doit construire ces convergences. Pour terminer, effectivement, je pense qu'il faut, pour avancer ensemble, prendre en compte les apports et les limites des luttes et des alternatives actuelles, esquisser ensemble quel pourrait être un projet global pour le changement social, et fédérer toutes les forces, qu'elles soient associatives, collectives, syndicales, politiques, qui peuvent œuvrer dans le même sens. Je vous remercie.
Donc c'est bon, au niveau du temps on est bien. Donc on va passer à la partie débat. Il y a un micro qui va circuler dans la salle et on va se donner un petit peu de temps pour débattre. Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés? La question, il y a des gens qui veulent pas être filmés, donc d'accord. Oui, c'est bon, ok. Ok, ça y est, c'est repéré. Donc on va démarrer par une partie débat. Je pense qu'on va commencer par récolter 3 ou 4 questions. Vincent et Michel se répartiront les réponses. Et après, certainement que nous donnerons la parole. On a invité le collectif agricole d'opposants à Notre-Dame-de-Lande. On a un camarade qui le représente ici, qui s'appelle le Copain, donc, qui est là. Et on passera la parole aux représentants du Copain pour qu'ils commentent les interventions de Vincent et de Michel. Voilà ce que je propose. Donc on va prendre... Tu as commencé à prendre la liste des... D'accord, donc on va commencer à prendre la liste et on va passer 3-4 questions. Allez-y. Mettez debout. Vous accordez une grande importance à l'agroécologie. Dans le micro, on parlait dans le Merci. Vous accordez une importance majeure à l'agroécologie. Je prends le souvenir que le dernier, ou plutôt l'avant-dernier ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, en parlait également beaucoup. Il était un petit peu dada des vers de terre. Quel bilan aujourd'hui peut-on faire de ces tentatives, de ces réussites, de ces échecs, et que peut-on en déduire pour dessiner l'avenir? Oui, bonjour. En fait, vous avez dressé... Je suis passé peut-être avant quelqu'un, non? Je passerai après. Alors, en fait, vous avez dressé le constat de l'agriculture, le paysage agricole actuel. Vous avez émis quelques hypothèses sur la manière d'agir, notamment d'un point de vue collectif. Et vous avez présenté quelques notions sur les alliances. Ma question, c'est comment, à l'échelle individuelle, peut-on essayer d'agir en faveur de cette transition afin qu'un mouvement plus global puisse se dessiner? Merci. Bonjour, une question très courte. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne? Donc on va demander à Vincent et Michel de répondre. Et puis après on prendra une série encore de 3-4 questions, si vous voulez bien. Qui commence? Vincent? Michel? Non, Michel? Bien commencer sur les 2 questions plus proprement agronomiques. Merci. Oui, alors, la question sur le bilan de l'opération ministérielle sur l'agroécologie est effectivement intéressante à divers titres. D'abord, ce qu'énonce l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, à propos de sa campagne agroécologie, n'est pas inintéressant, mais est un peu biaisé. Parce que on considère que l'agroécologie peut être appliquée de la même manière et de manière satisfaisante par tout le monde. Non, les productivistes ne feront jamais de l'agroécologie. C'est complètement antinomique au système dominant. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça d'un point de vue idéologique. Je dis ça d'un point de vue d'agronome, d'agroéconomiste tout particulièrement. L'agroécologie est antinomique avec le productivisme. C'est vraiment l'enjeu de la bagarre du point de vue technique. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur ces catégories de définition, de type de système productif qu'on veut à l'échelle de la technique, de la façon de produire et du système de production. Technique de façon de produire et système qui est déjà une dimension plus socio-économique, plus sociale. Parce que, effectivement, et que j'en reviens à l'agroécologie comme étant la meilleure référence agronomique dont on dispose pour le Sud, pour le Nord, etc. Donc, avant de parler du bilan, il faut pour moi faire cette critique-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faire cette critique-là. La deuxième question du bilan est également très intéressante parce que je n'ai pas eu le temps de parler d'un bilan sur lequel je vais revenir brièvement. C'est la question des pesticides. La presse a donné une grande place, et c'est très bien, enfin la presse que je lis pas toute la presse, mais celle que je lis a donné une grande place, et c'est très bien, au fait que, alors que le Grenelle 2
après avoir, vous vous souvenez, même les jeunes, du Grenelle 1, du Grenelle 2, même ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, non, c'est pas si vieux que ça, rassurez-vous. Grenelle 1 avait été très offensif, le premier Grenelle avait été très offensif sur la réduction des pesticides. Le Grenelle 2, la profession agricole traînant les pieds, les industries agricoles traînant les pieds, on a rabattu un peu les ambitions. Le bilan officiel en 2015, par rapport au départ 2008, a constaté une hausse légère de la consommation de pesticides alors qu'on aurait dû diminuer de plus de 40%, voire de 50%. 16, plus 16. Plus 16. Plus 16, pardon. Merci. J'ai le papier là, mais j'ai pas le temps d'y retourner. Plus 16, merci. Donc, ça révèle ce que j'appelle effectivement, que j'ai trop rapidement développé, mais c'est pas grave, ça se trouve dans la littérature, enfin, certaines littératures, c'est que on n'est pas dans une politique de mesure partielle, aussi bonne soit-elle comme les pesticides. Changement significatif dans la façon de produire pesticides, azote, CO2, etc., ne sera possible qu'avec un changement de ce que j'appelle la logique économique. C'est-à-dire d'une révolution de la logique économique qui est prédéterminante actuellement dans le fonctionnement de l'agriculture et de ses échanges avec l'amont et l'aval. Ceci est très important. Pourquoi ? Dans la recherche en agronomie et en agroéconomie, il y a des travaux extrêmement récents et intéressants qui se développent en agriculture, mais ailleurs aussi, sur la question des verrous sociotechniques. Qu'est-ce qu'un verrou sociotechnique ? Ce n'est pas seulement un verrou technique par rapport à une mesure de l'ADEME qui dirait il faut économiser telle quantité d'azote sur telle culture, etc. Ça, c'est éventuellement un verrou technique parce que ça coûte cher, c'est difficile de réduire la quantité d'azote. Mais c'est un verrou sociotechnique parce qu'il y a des forces économiques, sociales, qui sont engagées là-dedans. On sait cultiver avec beaucoup moins de pesticides. Mais ça ne se passe pas parce qu'effectivement, par verrou sociotechnique, actuellement, les firmes de l'amont, comme les firmes de l'aval et comme les politiques actuelles, on voit les débats sur les néonicotinoïdes, sont incapables d'accepter, se refusent à accepter effectivement des modifications. Donc, quand on parle de transition, on est effectivement extrêmement ambitieux. On veut sortir, on arrête le nucléaire à telle année. Non, c'est pas intéressant. Oui, il faut dire on arrête le nucléaire à telle année. Mais quelle construction socio-économique, technique, sociale, économique, institutionnelle on construit collectivement pour y arriver? Voilà ce qui m'intéresse dans votre question par rapport à la question de bilan. Alors, AB et AP, je vais faire plus court, même si agriculture biologique et agriculture paysanne, même si c'est un de mes dadas. L'agriculture paysanne est une conception très englobante, avec 10 principes. Vous allez sur le site de la Confédération paysanne, c'est extrêmement bien décrit. Vous tapez Confédération paysanne sur votre serveur, sur votre, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous trouverez. Agriculture paysanne, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai travaillé sur des enquêtes dans ce cadre-là. C'est effectivement très intéressant. Il y a beaucoup d'agriculteurs de la conf, mais d'autres qui sont en agriculture paysanne, qui arrivent à dégager des revenus très satisfaisants avec des techniques très satisfaisantes. C'est plus global, y compris en termes de relations internationales, de partage des quantités à produire, etc., que l'AB, que l'agriculture bio. Mais l'agriculture bio n'est pas du tout contradictoire, rentre très bien, très facilement englobée par l'agriculture paysanne. Beaucoup de membres de la Confédération paysanne ne sont pas en agriculture biologique tout en ayant des systèmes pertinents, parce que certains, si vous discutez de temps en temps avec des paysans, ils disent « Moi, quand il y a une météo dégueulasse, ce qui arrive assez souvent, j'ai besoin de 20 unités d'azote minéral au printemps pour sauver ma récolte de blé, pour que je reste autonome pour l'alimentation de mon troupeau. » Voilà pourquoi beaucoup de paysans ne sont pas en agriculture. Oui, non, très vite, parce qu'en fait, ça pourrait être l'objet d'une discussion plus collective, hein, mais effectivement, moi, c'est une question qui à la fois me taraude et m'embête sur comment agir à l'échelle individuelle, parce que c'est une question qui revient sans cesse, en fait, quand on discute de tout ça. Bon, moi, ça dépend avec qui je discute. Des fois, j'ai envie de dire, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire à l'échelle individuelle. Bon, en réalité, c'est pas vrai. Bien entendu, il y a à privilégier un certain type de consommation. Quand on a la capacité de produire soi-même une partie de ses biens, c'est sans doute mieux, parce qu'effectivement, on a une forme d'autonomie et de contrôle sur ce qu'on peut faire. Mais on peut bien sûr contribuer à des AMAP, etc., puisque effectivement ça aide
au-delà du fait de manger des produits sains, ça aide les agriculteurs qui font une démarche particulière. Mais moi je crois qu'aujourd'hui, même si tout ça est très juste, très légitime, l'enjeu essentiel il n'est pas là. L'enjeu essentiel il est effectivement de s'organiser collectivement à différentes échelles, hein. Ça peut être effectivement à l'échelle d'une ville, et par exemple s'organiser avec les parents d'élèves, les instituteurs, etc. pour imposer des produits de l'agriculture bio à toutes les cantines. Ça peut être pour empêcher effectivement la destruction de champs dans certaines régions. Bon, tout ça est pas tant lié à des démarches individuelles qu'à des démarches collectives. Et je crois que une des façons dont a été vendue entre guillemets l'écologie, notamment la question climatique, mais pour partie aussi tout ce qui est lié à la question agricole, en tout cas la question de la consommation de produits alimentaires, on paye, je crois, des années et des années de discours sur les petits gestes, la responsabilité individuelle, qui dessine derrière le fait qu'il n'y a pas d'intérêt contradictoire autour de ces questions-là. Hein, si je prends la question climatique, si on regarde par exemple toutes les études sur les médias qui ont été faites dans le traitement médiatique de la question climatique, c'est un truc d'intérêt général, ça concerne tout le monde de la même façon. Non, c'est pas vrai. La question des inégalités environnementales, des inégalités face au climat, ça appelle effectivement des combats collectifs qui vont trouver en face d'eux des adversaires puissants, et face à ces adversaires puissants, non, je ne veux pas bien sûr négliger la dimension individuelle, mais je pense que la priorité est de réfléchir à comment on s'organise collectivement. On reprend 3-4 questions. Alors il y avait... Oui, alors on va prendre deux là. D'accord. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, moi j'ai toujours un petit problème avec le terme d'agroécologie. Alors j'ai bien compris ta réponse. Je suis bien passée, je travaille à l'INRA, donc je vois bien comment on définit l'agroécologie. Enfin, je vois bien. Non, je vois pas comment on définit l'agroécologie. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Et j'ai l'impression que la définition, elle est quand même très versatile, donc ça dépend vraiment où on est. Et en fait, du coup, parler d'agroécologie me gêne presque, du coup, parce que je sais même pas ce que toi tu mets derrière, tu vois. Et donc du coup, je sais pas si c'est ça la solution, parce que je comprends quand tu réponds, bah oui, non, mais c'est antinomique avec le côté productiviste. Sauf que actuellement, on n'arrête pas de nous bassiner avec de l'agroécologie en agronomie, par exemple, ou en agriculture, et en fait, sans remettre en cause du tout le système productiviste. Donc, je sais pas, franchement, bon voilà, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Le FOL en parle, c'est vrai. Donne. Il faut garder la main haute, il paraît, pour pouvoir parler un peu. Oui, je voulais simplement dire, je ne suis pas colibri du tout. Il ne faut pas négliger quand même le rôle des consommateurs. Parce que moi, je suis dans une AMAP, je suis à Terre de Liens, je suis dans plein de trucs, etc. Mais c'est important, parce que c'est ça qui a fait évoluer les choses. Et si aujourd'hui, on a des discussions, des études qui sont faites au niveau du conseil départemental concernant effectivement les circuits de proximité, je peux vous dire qu'on y est pour quelque chose. Il y a plein d'associations qui sont là-dedans. Je voulais simplement rebondir sur le lait tout à l'heure, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des initiatives qui sont prises. Moi, il se trouve qu'on est dans un cercle vertueux du côté de La Rochelle. On n'a pas de chance parce qu'on a un port qui exporte beaucoup de blé, donc c'est pas si facile que ça de faire de l'agroécologie. Mais cela dit, je reprends le cas du lait. Moi, j'ai un copain qui a 100 vaches, 250 hectares, qui est complètement autonome et qui vend à Biolait. Et Biolait, c'est pas n'importe quoi. Et je peux vous dire que les voisins, lui, il vend son lait à 50 centimes le litre, alors que ceux de Lactalis qui sont en Bretagne le vendent à 27, voire 30 centimes, 31 centimes maintenant. Ben, je peux vous dire que ça fait des émules. Et ce côté exemplaire fait que maintenant il y a un triangle, il y a 7 ou 8 conversions dans le coin où on habite, effectivement, qui sont liées à ce type d'expérience, que ce soit du maraîchage grâce à des AMAP et des cigales. Il y a tous ces trucs-là. Mais je répète, je ne suis surtout pas colibri parce que je comprends très bien le rôle du collectif dans ces trucs-là. Mais on voit bien que tout ce qui s'est passé au niveau des néonicotinoïdes avec Génération Future et les autres, c'est quand même les consommateurs qui sont derrière au départ. Les citoyens, pardon, excusez-moi. Les citoyens, merci. Voilà. Donc il ne faut pas l'oublier, les deux sont complémentaires.
Bonjour. Moi, je suis grec et je vois qu'en Grèce, mes parents sont agriculteurs, mais les copains qui sont agriculteurs dans mon village, les gens ils se posent les mêmes questions. Et moi, je voudrais voir le cadre plus grand, parce que c'est bon des petits gestes individuels de responsabilité, mais on est tous d'accord, je pense qu'il faudrait notre majorité, notre gouvernement, pour qu'on puisse changer des choses, pour passer dans une agriculture responsable, et bio ou pas nécessairement bio, et surtout dans un circuit local. Mais comment on peut faire ça sans rompre avec les dictats de l'Union européenne? Nous avons vu récemment, il y a 4 OGM qui sont autorisés, personne ne peut dire quelque chose. La France peut dire que moi j'ai interdit de cultiver dans mon sol, mais il y a toujours des importations, des scènes des supermarchés qui viennent avec la bouffe, la malbouffe, voilà, qui contiennent cet OGM. Donc comment, si on n'instaure pas un taux d'impôt aux frontières, aux produits qui ne sont pas aux normes, si on ne rompt pas avec les traités européens, comment on peut faire changer des choses? Moi, je ne vois pas d'autres possibilités que de se libérer de cette prison de l'euro et des traités pour libérer enfin des peuples d'Europe. Bonjour. Du coup, moi, j'avais juste une question d'un point de vue un petit peu stratégique. Du coup, comme on parlait de rapport de force, quels seraient les acteurs qui aujourd'hui font le plus évoluer les choses, amènent le plus de pierres à l'édifice dans cette transition? Est-ce que c'est des acteurs plutôt politiques, certains partis qui pourraient faire changer les législations? Est-ce que c'est des acteurs plutôt associatifs, syndicats ou associations? Est-ce que c'est des acteurs économiques, la demande, l'appétence pour tel ou tel label, ou des modèles qui marchent mieux, qui séduisent les acteurs économiques agricoles? Enfin, bref, où est-ce qu'est le terreau actuellement, un petit peu? Donc on prend encore une question, puis on fera une autre rafale après. Hein. On est limité dans le temps, mais on a quand même un peu de temps pour débattre. Ouais. Bonjour. Allez, à vous. Bonjour. Donc on a défini l'agroécologie, l'agriculture paysanne. Et moi, en tant que paysan, en fait, on m'interpelle souvent sur l'agriculture raisonnée. Et donc ça m'énerve profondément parce que les gens me disent souvent ah, bah, tu fais de la bio, d'accord, mais moi je vais chercher mes légumes chez un tel, lui fait du raisonné, oh, c'est quasiment pareil, enfin bon. Et alors ça m'énerve de plus en plus. Donc comment aujourd'hui casser cette... parce que c'est les lobbies derrière, enfin bon, tout le monde est au courant. Sur cette sémantique là, comment faire pour casser une bonne fois pour toutes cet amalgame insupportable. Alors, tu réponds, Vincent? Non, mais deux mots, parce que je pense que c'est Michel qui va quand même assurer l'essentiel du débat. Juste, je suis d'accord avec la question sur la réponse sur la place des consommateurs. En fait, moi je dis, c'est pas parce que je critiquais l'approche par l'individu en fait, mais des gens qui se prétendent consommateurs et qui se réunissent ensemble, ils sortent d'une démarche individuelle et ils font valoir des intérêts communs, des intérêts collectifs. Alors après, moi je crois que je ne sais pas quels sont si on peut vraiment définir des intérêts collectifs en tant que consommateur, parce que c'est une catégorie quand même extrêmement large, mais par contre effectivement je crois que le travail d'alliance et le travail d'alliance entre donc des dits consommateurs et des producteurs et la façon dont on essaye d'avancer ensemble sur des objectifs communs est bien sûr un élément essentiel. Deuxième point, très très rapidement, sur l'Union Européenne, moi je partage l'essentiel de ce qu'a dit le copain. Juste souligner le fait que la place de la Grèce, la place de la France est pas exactement la même dans l'Union Européenne.
et que si la Grèce a pu être, on va dire, mise quasiment en situation de domination néocoloniale par l'Union européenne, la France est un acteur majeur des politiques européennes, et donc effectivement le poids que notre pays pèse là-dedans est beaucoup plus responsable, on va dire, beaucoup plus de responsabilité qu'un pays extrêmement dominé comme l'est la Grèce. Donc effectivement là-dessus, mais ça fait partie effectivement des ruptures essentielles qu'on doit marquer, puisque la construction européenne globalement, à la fois dans la façon dont elle gère l'Union européenne, mais aussi ce qu'elle met en place à travers les traités internationaux de libre-échange, bien sûr, est un obstacle majeur à toute transition, que ce soit en matière sociale ou en matière agricole et écologique. Je reste sur la question, sur la remarque par rapport à la Grèce, d'accord à ce que vient de dire Vincent, pour m'excuser de ne pas avoir parlé d'une question qui me touche beaucoup à cœur, y compris parce que j'ai beaucoup travaillé sur la souveraineté alimentaire, donc sur les conditions externes et nationales de l'évolution de l'agriculture. Mais j'ai fait le choix de ne pas en parler. Je note simplement ça, que je n'ai pas parlé. Pour un changement radical de l'agriculture tel que je l'ai décrit tout à l'heure, il faudra effectivement de nouvelles règles de politique européenne, il faudra de nouvelles règles de relations internationales, etc. Je ferme la parenthèse simplement pour expliquer pourquoi je n'en ai pas parlé, parce que ça nous aurait entraîné très loin. Je reprends sur la question de l'évolution du rapport de force. Où se fait actuellement l'évolution du rapport de force? Moi, j'en compte, dans un papier qu'on a écrit Vincent et moi, j'en compte 4 formes. Les résistances. Parmi les résistances, je note notamment l'agriculture paysanne et les agricultures qui, sans se définir sans s'accepter comme paysannes, développent effectivement un système de production antinomique avec le système productiviste. C'est une forme de résistance qui est essentielle à la constitution, le maintien du rapport de force et son amélioration. La deuxième lieu où l'autre forme de résistance, c'est typiquement là où on est, c'est-à-dire Notre-Dame-des-Landes, comme l'a dit Vincent en introduction, c'est un lieu où se forge, au sens fort du terme, où se produit. C'est un creuset, effectivement, de vos rapports de force. C'est là où il y a une partie du rapport de force qui se produit. Alors, contrairement à ce que disent certains, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde à Notre-Dame-des-Landes à tel autre endroit d'une manif que la transition est en cours, pas pour autant que la transition est là. Ça prépare très bien la transition et l'évolution des rapports de force. L'autre point, c'est les alternatives, je ne développe pas. La question actuellement, et pour moi c'est une vraie question stratégique, comme ça qu'a été posée d'ailleurs, il n'y a pas, et c'est un peu ce qu'a évoqué aussi Vincent, il n'y a pas de moteur principal actuellement dans l'évolution du rapport de force, au-delà des résistances à l'agriculture paysanne, Notre-Dame-des-Landes et autres, contre le gaz de schiste l'année dernière, et les alternatives. Tout ça, pour l'instant, n'est pas encore fédéré, ni d'un point de vue social, ni d'un point de vue politique. Moi, j'ai la chance de travailler à Lyon, il y a plein de choses qui se passent sur l'alimentation et l'agriculture de proximité. Là, il y a un lieu où se passent des choses, mais c'est local, c'est local. Moi, j'ai travaillé avec la Confédération paysanne à sa campagne pour l'alimentation. Il n'en est rien sorti en termes de fédération de forces nouvelles. Dommage, mais bon. Donc, la question qui nous est posée, pour prolonger ce que disait Vincent tout à l'heure, là je m'exprime personnellement, c'est effectivement de trouver un axe social et politique fédérateur autour de ces questions, à la fois pour un travail intellectuel approfondi, pour un travail de mobilisation. Il y a plein de choses. Mais alors on se divise. Il y a des gens qui veulent parler d'agroécologie paysanne. Non, l'agroécologie, c'est quelque chose qu'on peut définir de manière objective. Il y a des paysans qui vont pratiquer l'agroécologie, mais c'est l'agroécologie, elle n'est pas paysanne. Donc chacun crée sa petite étiquette. Là, bon, je ne vais pas faire le méchant par rapport aux initiatives. C'est très bien, mais il faut trouver un jour le moyen de fédérer tout ça. Sur la question de l'agroécologie. Là aussi, je n'ai pas dit ce que je ne mettais pas dans l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, ça fait partie des concepts comme souveraineté alimentaire. Ah, il est bon ce concept. Tout le monde est d'accord avec lui, enfin tout le monde dans mes cercles. Donc j'y mets ce que je veux. C'est comme ça que la souveraineté alimentaire, on y trouve toutes les initiatives locales, les circuits courts, c'est de la souveraineté alimentaire. Non, c'est de l'autonomie alimentaire, c'est pas de la souveraineté. Souveraineté renvoie à un concept
des droits des États et de la communauté internationale. Je ne vais pas faire le juriste con, mais quand même, la souveraineté alimentaire, c'est pas n'importe quoi. L'agroécologie, ça ne peut pas non plus être n'importe quoi. Il y en a qui font de l'agroécologie un mouvement social. Le moyen de traiter tous les rapports entre l'agriculture et l'agroalimentaire. Non, l'agroécologie, c'est une façon de produire. Basta. Voilà comment je définis. J'ai défini tout à l'heure positivement, et voilà comment je définis négativement l'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est que le 4e pilier de la bonne agronomie. Ça ne peut pas être autre chose. Autre chose, c'est de l'ordre du mouvement social, c'est de l'ordre de l'idéologie, etc. Je voudrais faire un petit commentaire sur ce que vient de dire Michel. Michel a écrit un livre sur la souveraineté alimentaire qui a été écrit il y a 2 ans, je crois. Hein. Et donc, il est disponible ici. Si vous souhaitez, rapprochez-vous de Michel, il pourra vous fournir son livre. Je sais que Vincent aussi a écrit un certain nombre de choses. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec Vincent pour avoir un petit peu de littérature qui pourrait compléter notre débat. Si je vous énerve pas trop, j'ai quelques petits billets sur mes coordonnées. Je crois qu'on a fini le tour des réponses. Ah oui, l'agriculture raisonnée. Ah oui, ça c'est... Alors, l'agriculture raisonnée, ça a été une très belle invention aussi. Je raisonne, donc je fais juste. Ça, c'est le poids des mots et la tromperie des photos. L'agriculture raisonnée, oui, tout agriculteur raisonne. Donc l'agriculture raisonnée, c'était... On ajuste les doses aux besoins par rapport à des traitements systématiques. Avant, on savait que pour faire un beau blé dans tel type de sol, il fallait 30 unités d'azote au 20 février, 30 unités d'azote au 25 avril, 30 unités d'azote au 1er mai. Basta. On ne fait plus comme ça maintenant. On mesure la richesse en azote des feuilles, on fait de l'analyse feuillière, on fait passer des drones sur les parcelles pour voir effectivement où manque de l'azote, etc. Et on va faire par tracteur téléguidé, on va faire des traitements localisés là où effectivement il faut apporter 20 quantités, là où il faut en apporter 40 à l'hectare, etc. Donc c'est la forme maximale de l'agriculture raisonnée et du productivisme. L'enjeu étant manque de peau, on achète de moins en moins d'engrais et de pesticides, mais on va acheter plus de matériel, on va employer moins de main-d'œuvre, etc. Donc on va continuer à développer les achats à l'amont et à l'aval. C'est un peu ça l'agriculture raisonnée. Donc il faut la critiquer en tant qu'insatisfaisante du point de vue de la qualité des produits et des pollutions de l'agriculture, même s'il y a des améliorations sensibles. Il faut continuer à la critiquer en disant que c'est une forme améliorée du productivisme. Alors, c'est pas très populaire de dire... Dans un débat avec le client qui achète à côté de soi des produits d'agriculture raisonnée, il ne faut pas lui dire ça comme ça, mais je te laisse traduire. Le micro baladeur. Bonjour, donc je suis Frédéric, je suis habitant de Gardrégem. Je suis parti du Conseil de développement, qui est une entité de citoyens adossée à la communauté de communes, sur laquelle on souhaite travailler sur la question de l'agriculture. Ma question, elle est la suivante, c'est de dire, parce que vous n'avez pas répondu, je dirais tellement à la question sur la stratégie qu'il fallait adopter. Le meilleur exemple, il faut qu'on arrive à démontrer que les choses fonctionnent et que les transitions sont possibles. Donc j'aimerais savoir, est-ce que l'échelon d'une communauté de communes, c'est le bon échelon déjà? Qu'est-ce qu'on peut mener, nous, à l'échelon local? Vous avez un triangle, je rejoins un petit peu ce qui a été dit sur la question de la place du citoyen et du consommateur. Je verrais plutôt quelque chose à quatre côtés, sur lequel on peut, nous, difficilement jouer, nous, citoyens, c'est l'industrie. Et ce côté économie de l'industrie et du système sur lequel sont tombés nos agriculteurs. À notre échelon, donc communauté de communes, on se pose la question citoyen, est-ce qu'on pourrait jouer avec agriculteurs, politiques et citoyens? En quoi? Est-ce que vous pensez que c'est le bon échelon? Et est-ce que vous, par des exemples ou par autre chose, vous pourriez nous donner des pistes sur lesquelles on pourrait être amené à travailler sur un dossier qui débuterait, je dirais, en mois de septembre, fin d'année? Donc les habitants de Gardrégem, d'ailleurs, sont largement invités à venir participer à ces discussions quand elles débuteront. Oui, juste deux mots. La France ne pèse pas davantage
que les autres pays dans cette Union européenne, parce que les décisions sont prises, ne sont pas prises au niveau national, sont prises dans un cadre supranational qui n'a aucune légitimité démocratique. Dans le cas qu'il y a un gouvernement français qui essaiera de rompre avec ce modèle productif, il trouvera face à lui tous les lobbies de Bruxelles et on finira comme ils ont fini les Grecs avec les banques fermées, sans pouvoir avoir une monnaie nationale, avec les banques fermées et avec un chantage d'asphyxie financière qu'on capitulera à la fin. Je pense que c'est possible d'apporter des petites victoires au niveau local, mais pour apporter les grandes victoires, on ne peut pas peser sur ces structures supranationales. Moi, je les appelle gangsters. Voilà. Il faut comprendre cette question plus au sérieux, je pense, parce que je n'attends pas beaucoup. Les gens ils ont l'impression que la France c'est un grand pays. Oui, c'est un grand pays, mais dans les finances mondialisées, on ne pèse pas grand-chose. Merci. Bonjour, Mathieu, je suis paysan en Vendée et militant de la Confédération paysanne. Je suis pas mal les histoires de Pâques. Moi, je crois qu'on a, sur la question des rapports de force, je crois que c'est essentiel. On a quand même un outil formidable qui est la PAC, la politique agricole commune, où il y a 10 milliards d'euros qui arrivent par an chez les agriculteurs français. Et ça, c'est vraiment un levier de transition qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, tu parlais de la campagne alimentation qu'on a portée à la Confédération paysanne. Là, moi, on est en train de créer une plateforme avec des ONG environnementales, avec des ONG de solidarité internationale, avec des associations de consommateurs, vraiment sur la PAC. Et ça, je pense qu'il y a une réelle motivation de travailler ensemble sur ce sujet-là. Et je crois qu'on va réussir à faire quelque chose d'important parce que, pour moi, il y a la question des alternatives locales qui est vachement importante. Il en faut, et parce que ça nourrit la réflexion. Ça montre que c'est possible. Et après, c'est comment est-ce qu'on est présent aussi au sein des institutions et comment est-ce qu'on arrive à faire évaluer le rapport de force en notre faveur. Et voilà, sur cette histoire de plateforme, moi, je pense que ça peut déboucher sur des choses vraiment intéressantes. Le nom est en cours de définition, ça s'appelait plateforme PAC 2013 avant pour une autre PAC. Ici, il est devant. Merci. Oui, quand on parlait de créer des... C'est quoi ? Quand on parlait de créer effectivement des... Il faut que je parle plus fort. Vous me mettre debout. Je me lève, diable. C'est bien. Oui. Quand vous parliez de créer des alliances, effectivement, on peut créer des alliances entre producteurs, consommateurs et épargnants. Bon, je fais partie de Terre de Liens, vous avez compris. Donc, protéger la terre et créer des liens, pas du lien et des liens, effectivement. Et quand on parlait aussi à quel échelon agir. J'habite La Rochelle, l'ONIS plus généralement, et on essaie d'agir au plan local, communauté d'agglomération, communauté de communes, mais aussi département Charente-Maritime donc. Et là, peut-on effectivement trouver des leviers, en particulier quand il s'agit, parce qu'on n'a pas tellement parlé de foncier, c'est peut-être dans une autre conférence, on n'a pas tellement parlé de foncier, mais il me semble que le foncier, c'est quand même un fer de lance, c'est qui possède les terres partout, et chez nous en particulier en ONIS, c'est-à-dire ce sont que des gros propriétaires, voire des sociétés qui ne font que des grandes cultures exportées par le port de la Palisse. Et d'une part, ça c'est le premier problème, donc le problème du foncier, comment acquérir du foncier et comment aussi travailler sur des circuits de proximité qui pourraient effectivement permettre de lier les producteurs et les consommateurs. Voilà. Et donc, et nous travaillons au niveau, en ce moment en tout cas, au niveau des PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux, qui sont donc en marche, pas du tout, qui sont donc en train d'être mises en œuvre, disons, réfléchies, en tout cas, mises en œuvre pas encore, mais réfléchies au niveau de l'agglo de La Rochelle, au niveau de la communauté
communes de l'île de Ré. Enfin voilà. Mais je dis pas que c'est vraiment très difficile d'agir effectivement, parce que on n'a pas toujours des élus qui sont favorables, voilà. Hein. Et donc ça, c'est effectivement mener des politiques avec des élus ou contre des élus pour leur faire comprendre qu'il faut créer des zones agricoles protégées, enfin au moins, je ne dis pas tous les sigles après, hein, bon, créer des ceintures maraîchères, ça dépend effectivement du contexte en fait. Peut-être que Michel va répondre et ensuite il nous restera encore 20 minutes pour faire une dernière salve de questions. J'interviens quand même ou après? Oui. Bon, allez, pour la suite. Tu gardes le micro, Oui. Alors, sur le niveau d'intervention, moi, il n'y a pas... l'agriculture et la consommation sont des choses éminemment locales. Donc pour moi, il n'y a pas de niveau d'intervention à négliger. Moi, j'ai travaillé beaucoup au niveau international sur la souveraineté alimentaire et je travaille beaucoup actuellement au niveau local. Et la communauté de communes ou l'agglomération, moi je travaille au niveau de la métropole de Lyon, c'est effectivement un bon territoire. Et les communautés de communes, en général rurales, sont effectivement très pertinentes parce que chacun est proche et connaît ce que fait l'autre, etc. Donc effectivement, c'est un lieu où peut avoir le débat stratégique, avec la difficulté que c'est des instances qui sont des instances naturellement assez consensuelles. Un peu comme l'Europe, comme les régions, etc. C'est pas comme l'Assemblée nationale où on privilégie le conflit. Mais le consensus peut être très utile d'élaboration de propositions, etc. Que ce soit par rapport, remettons les aides de la PAC à plat, ça peut être un bon levier pour effectivement, puisque c'est le budget de la France, budget des pays qui financent les aides de la PAC, c'est donc les citoyens qui sont concernés et tous les habitants sont concernés, donc ça peut être une bonne entrée pour discuter de ça. Donc un schéma local d'alimentation, le ministère précédent, et notamment grâce à l'élu, ancienne porte-parole de la Confédération paysanne, Brigitte Alain, qui était élue les Verts Dordogne, a fait passer un truc qui s'appelle les plans alimentaires territorialisés, qui sont une très bonne idée à utiliser éventuellement à l'échelle communale, qui mobilisent à la fois l'administration, les collectivités locales, les producteurs, les consommateurs, etc. Comment ? Il y a une partie qui a été retoquée par le Conseil par le Sénat. Oui, mais le texte existe. Ah bon? Non. Elle a été retoquée. Ouais, je révise alors. Donc, à propos de l'échelle, sur effectivement, bon, je ne développerai pas ce point, par rapport à l'Europe, oui, la question européenne est une question européenne, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce n'est que lorsque les forces sociales et politiques à l'échelle européenne sont capables d'être majoritaires sur un autre projet qu'on fera effectivement bouger les choses. Moi, je ne crois pas à des stratégies de chaises vides, etc., sauf dans un rapport de force de court terme. Oui, j'ai pas répondu tout à l'heure sur la stratégie. Si, je crois, j'ai répondu qu'il y avait plusieurs éléments clés de la production du rapport de force actuellement, mais qu'on n'avait pas effectivement l'axe stratégique mobilisateur de ces différents points de contestation et du rapport de force actuel. Bon, c'est peut-être parce que la chaleur me fatigue. Voilà, je m'arrête là. Non, mais juste deux mots, mais je pense que globalement on sera assez d'accord là-dessus. C'est qu'en fait, bien entendu, il faut user des marges de manœuvre qui s'offrent à nous. Et les questions locales, moi, effectivement, vivant dans un milieu extrêmement urbanisé, en région parisienne, la question de ce qui se joue à l'échelle d'une communauté de communes n'a pas du tout, bien sûr, la même portée que ce qui se peut jouer dans d'autres régions moins urbaines. Mais là, moi, où je me pose la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à articuler différents niveaux et différentes échelles de l'action politique. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté à fédérer différentes forces, qu'elles soient de consommateurs, de producteurs,
de salariés, de politique, et comment est-ce on a du mal à articuler ce qui est de l'ordre de résistance alternative, lutte sociale et projet politique alternatif. Je crois qu'effectivement à l'échelle locale, parce que les enjeux sont peut-être effectivement moins forts, et parce que effectivement, comme il était évoqué tout à l'heure, il y a des exemples qui essaiment vers d'autres producteurs. Il y a des marges de manœuvre enfin en tout cas il y a plus de capacité d'agir, mais en même temps on est confronté au problème qu'on arrive rarement à dépasser cette échelle-là. Donc une des questions effectivement sur lesquelles on peut discuter, c'est aussi voilà comment ces phénomènes d'agrégation de force à une échelle locale, ils prennent une autre dimension et ils doivent questionner des échelons supérieurs de l'action. Alors le niveau européen a été évoqué, mais entre les deux, effectivement, les niveaux régionaux ou les niveaux nationaux sont extrêmement importants, parce que effectivement, malgré le caractère local des productions agricoles, tout ne se joue pas au niveau local, et les paysans sont dépendants de choses qui sont décidées largement ailleurs qu'à l'échelle locale. Donc c'est effectivement dans cette contradiction là dans laquelle on est. Moi j'avais surtout plus une question par rapport à la personne qui est intervenue au fond. J'ai pas très bien compris en fait quand tu parlais de la PAC comme formidable outil de transition. Est-ce que tu parles de les budgets de la PAC ou de la PAC en général, parce que on peut aussi penser que la PAC est un formidable obstacle à la transition. T'as raison sur les deux points, ouais. Ça peut être, alors, actuellement c'est un obstacle à la transition, c'est clair. Après ça peut être un vrai outil. Aujourd'hui les revenus des paysans français sont quand même, pour le peu qu'ils ont en tout cas, sont quand même essentiellement composés des revenus de la PAC. Et donc si demain on a une PAC qui dit ben voilà on a des prix qui sont, ça c'est le créneau de la Confédération paysanne, si on a des prix qui sont régulés par l'État, etc., voilà, on assure les prix. Si on a des contrats de transition dans les fermes, de dire voilà, aujourd'hui t'en es là, peut-être un système très productiviste, mais on dit dans 5 ans, voilà, tu vas aller où dans 5 ans? Tu seras là, là et là, et donc là on te donne de l'argent. Si tu vas plus loin, on te donne plus d'argent. Et je pense que les paysans sont extrêmement réceptifs à ça. Et voilà, c'est dans ce sens-là où la PAC, parce que les agriculteurs sont extrêmement dépendants de la PAC, ça peut être un outil formidable pour la transition. Mais ça peut être aussi, s'il n'y a rien qui change, ça peut être un obstacle formidable aussi. Faut expliquer la gouvernance alors. Faut expliquer la gouvernance. En tout cas, on ne fera pas changer l'agriculture si la PAC ne change pas. Ça, je pense que c'est complètement utopiste de penser ça. Oui, j'avais un petit rajout par rapport à deux petits rajouts. Il y a un oubli collectif encore, mais je ne jette la pierre à personne, sauf peut-être à moi. On n'a pas parlé d'un des aspects essentiels de la conversion sociale, de la transition écologique et sociale de l'agriculture et de ce qui va avec. C'est la question de l'alimentation de qualité pour faire vite les couches populaires. Je pense que ça, c'est un exemple, c'est un axe stratégique qu'il faut prendre en compte, aussi bien dans l'aspect climatique qu'a évoqué Vincent sur les égalités par rapport à la question climatique. Moi, je l'évoque comme ça, pas ça, on ne va pas la traiter, sur la question alimentaire. On mange bien en France si on a un bon revenu. Et si, pour quelques-uns, un revenu moyen, qui sont culturellement en position de bien manger avec leurs connaissances. Comment? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de notre modèle. Non, d'accord, mais enfin là, je dis, on peut bien manger si on a un bon revenu. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des sous mangent bien, mais si on est pauvre, on est à peu près sûr de pouvoir mal manger. Bref, on pourra en discuter. L'autre point, je m'arrête là. On a deux demandes d'intervention. Oui, il nous reste 10 minutes, voilà, donc on va prendre les deux dernières demandes. Et on aura un petit mot de conclusion après. Voilà, pour que du coup on puisse venir, sauf inscription vraiment d'une intervention de dernière minute, on a 2 personnes. C'est bon? Oui, donc Émile Robert, je suis retraité de l'action sociale, je suis salarié, je ne suis pas paysan du tout. Par contre, je suis syndiqué à la CGT et je voulais juste témoigner rapidement sur la façon dont on peut passer donc de l'individuel au collectif et de la façon dont ça s'est passé au sein de l'Union départementale CGT pour qu'elle en arrive à avoir la position qu'elle a aujourd'hui. Et c'est, de mon point de vue, source d'espoir, je dis. Au sens que,
il y a une dizaine d'années, lors d'un congrès de l'Union départementale CGT à Saint-Herblain, donc dans la salle de la Sablière, 250 congressistes, et des décisions à prendre, notamment pour l'implantation des unions locales qui seraient réparties sur le territoire en fonction des bassins d'emploi. Il y avait une liste qui était prévue, et d'un seul coup, la commission exécutive de l'UD en rajoute une en plein congrès, sans avoir rien préparé. On allait faire une union locale CGT à Notre-Dame-des-Landes, puisque on allait y avoir un chantier important, et il y allait y avoir un afflux de salariés. Voilà. Alors, les congressistes passaient la première hésitation. Il y a quand même un congressiste qui s'est jeté sur le micro, puisque quand même il y a un débat. C'était un amendement. On allait rajouter ça au texte. Et tout de suite, le camarade de dire, mon camarade, est-ce que tu n'as pas un peu, il a dit, vendu la poule l'ours avant de l'avoir tué, mais surtout, dire, les emplois qui nous attendent à Notre-Dame-des-Landes sont-ils ceux que la CGT veut? De mon point de vue aujourd'hui, non. Ce n'est pas ce genre d'emploi que l'on veut, on en débat suffisamment, il y aura peut-être le besoin d'en reparler. Donc j'appelle le Congrès à voter contre l'amendement de l'Union départementale. Sans débat préparatoire, rien, comme ça, à l'arrache, 60% du Congrès a voté contre l'amendement de l'Union départementale CGT. Et j'ai été le premier surpris. Parce que je veux dire qu'on n'avait rien préparé. On est tombé comme ça. Et ce qui veut dire que dans les têtes de syndicalistes CGT, il y a déjà quelque chose de cet ordre-là qui est acquis. On fait avancer. On n'est plus à dire simplement on veut de l'emploi industriel terminé. On veut aussi pas n'importe quel emploi. Et on ne veut pas non plus avoir n'importe quelle façon de vivre, n'importe quelle façon de manger, etc. Et ça se traduit comment maintenant aujourd'hui? C'est-à-dire que on a mis à peu près 6 ans au sein de l'Union départementale à obtenir un texte que vous pouvez aller consulter maintenant sur le site de l'Union départementale CGT 44. Et ce texte, il a été travaillé en session de formation, 3 fois une semaine, avec des militants, et il a été adopté en commission exécutive de l'Union départementale. Ça veut dire qu'effectivement, à partir d'une conviction qui n'était pas exprimée, mais qui était bien présente dans les seins de la CGT, on est arrivé maintenant à une position. Cette position, elle est écrite, elle est sur le bureau de l'Union régionale, et elle est sur le bureau de la Confédération, au niveau national. Bon, c'est pas demain qu'elle va être reprise par les autres instances. Mais on y travaille, et notamment ceux qui y travaillent, et qui, moi, de mon point de vue, ont besoin d'être salués. Si vous les croisez, vous n'hésitez pas à aller les voir et les remercier. Ce sont notamment les syndiqués de Vinci, et qui sont donc la section CGT de Vinci, qui a voté contre le chantier au sein à Notre-Dame-des-Landes. Et ce sont donc des camarades qui, pour faire avancer les choses à un point de vue institutionnel, qui ont dépassé effectivement la position individuelle, sont en train de risquer leur emploi. Bonjour. Alors moi je voulais rebondir à la fois sur la PAC et à la fois sur plus généralement sur la transition en parlant de tout ce qui est formation, parce que je suis actuellement en formation pour m'installer en agriculture et j'ai été extrêmement choquée d'entendre un formateur me dire il ne faut quand même pas oublier que la majorité de votre revenu ce sera la PAC. Voilà, donc je suis choquée de voir qu'on dit à des gens votre métier, en fait, vous n'en vivrez pas, vous vivrez des aides. Et donc c'est la vraie question sur l'éducation et la formation des gens qui veulent s'installer. Ah, Eric. J'espère que vous en avez déjà parlé, mais il ne peut pas y avoir d'écologie agricole, d'agriculture écologique, si on continue à tuer les animaux, à les manger et à les exploiter. Présente-toi, Eric. Il faut vraiment y renoncer. J'ai eu la joie de le faire depuis quelques années. On vit 1000 fois mieux, on est plus heureux, mieux avec soi-même, mieux avec la nature, mieux avec les animaux, mieux avec les autres. On est plus plein d'amour. Je crois que tuer les animaux, les manger, c'est une malédiction. Il faut y renoncer pour créer une agriculture écolo et donner à manger à tout le monde, car on ne pourra tous nous nourrir, les 7, 8, 9 milliards, si on y arrive, que si on devient tous végétariens et même mieux véganes pour créer une justice mondiale écolo et agricole. Renoncer à notre vieux monde. Enfin, il faudra renoncer au pétrole aussi, bien sûr. Hein, arrêter les bagnoles, les camions, les avions. Oui, c'est fondamental, mais tu sais bien que l'alimentation carnée, c'est le quart de l'effet de serre. Le quart. Parce que ça bouge trop, bien sûr. Voilà. Merci, faites cette révolution, vous verrez, vous serez plus heureux, plus libre, et mieux avec vous-même et avec les autres.
Eric. Non, mais moi juste 30 secondes parce que du coup ça a suscité une réaction, donc il faudrait quand même un peu creuser le débat sur les inégalités sociales face à la consommation, parce que je crois que à partir du moment, si on considère pas que ces inégalités existent, il y a un problème, effectivement. On peut expliquer ça par diverses façons. Il y a la question de la richesse de chacun, du capital économique, il y a des questions peut-être culturelles. Ok, peut-être qu'on peut abstraitement penser que mieux manger c'est moins cher que mal manger. Néanmoins, c'est avéré que l'ensemble des classes populaires en France ou ailleurs mangent moins bien, consomment plus de junk food, plus de produits tout prêts, et plus de produits qui ne sont pas issus de l'agriculture bio, etc., que les classes moyennes ou que les classes supérieures. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut intégrer, et y compris, je crois, dans la façon dont les AMAP ou d'autres systèmes de distribution ont été créés et développés. Je crois que cette question-là, si elle n'est pas totalement absente, elle est parfois invisibilisée. Je crois que il faudrait travailler là-dessus. Moi, sur les syndicalismes aussi, je souhaite effectivement saluer les copains de la CGT de Vinci et de la CGT 44, je l'ai souligné en introduction, mais je crois que c'est effectivement à la fois un des signes des changements à l'œuvre, puisque ça sort de l'image, moi je trouve très souvent caricaturale qu'on donne des syndicalistes, notamment ceux de la CGT, qui seraient quasiment pré-moderne et dans des vieilles lunes uniquement industrialistes. Je crois qu'effectivement, si tout n'est pas simple, des choses sont en train d'évoluer, et que je crois que vraiment la question dont le monde syndical s'empare des questions qu'on a évoquées rapidement aujourd'hui, c'est essentiel. Dernière chose sur l'action sur la PAC, moi j'étais complètement d'accord avec ce que disait la copine, et le slogan, ça serait pas tant de voir comment la PAC va nourrir d'autres paysans, mais plutôt voir comment peut-être les paysans doivent être rendus moins dépendants de la PAC. Revenu de base agricole. Oui, remercier tout le monde pour ce débat parce que c'est très intéressant. Insister sur effectivement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est un point de vue qui peut-être évoluera, fera des petits, j'espère, c'est effectivement se mettre en chantier sur ces questions de transition en agriculture et transition globale, au-delà de ce qu'on sait déjà, de ce qu'il y a déjà, valoriser plein de choses qui existent et aller au-delà en termes de propositions, de structuration des mouvements, etc. Donc il y a un véritable chantier qu'il faut ouvrir, avec notamment pas mal de questions qu'on a évoquées sur la stratégie, sur l'alimentation, sur les initiatives, etc. Et bon, moi je vous remercie pour ce débat, et j'espère qu'on le prolongera collectivement dans d'autres lieux. Et comme je rappelle que j'ai un petit bout de papier pour mes coordonnées, si ça peut intéresser quelqu'un, plutôt que de ramasser des mails, vous servez. Merci. Et bonne suite. Bravo à la lutte des paysans et des autres sur Notre-Dame-des-Landes. Merci à eux. – 14h20. Merci aux intervenants, merci à vous tous. Et bonne continuation pour le reste de l'après-midi.